Compose, épisode 4. Mes meilleurs profs, pour moi, c'est ceux qui me disaient « Bah là, t'as foiré, c'est quoi ça, regarde. » Il me refait 3 lignes sur mon dessin, et puis d'un coup, je comprends. Si j'avais pas fait cette erreur-là, peut-être que maintenant, je la referais encore. Et donc là, j'ai compris pourquoi je l'avais faite, je la referai plus, et donc oui, on est presque obligé de rater pour arriver à où on est. Et donc mon parcours a fait que j'en suis où je suis et que je suis bien content d'y être. En tout cas, moi, pour l'instant, je changerais ma vie pour rien au monde. Quand je vivais du graffiti, je me disais j'essaierais bien de tatouer parce que les finances rentraient pas. Maintenant, dans le tatou, c'est carrément l'inverse, hein, j'ai envie de dire. Là où les gens sont pas prêts à payer 500 balles pour une toile à mettre sur leur mur, et mettre 500 balles dans un tatou, ça leur paraît, ils vont dire je m'attendais à ce que ce soit plus. Ouais, donc le côté pécunier fait que, en tout cas, je me complais bien dans le tatouage et dans l'art que je pratique pour le moment, quoi. Mon invité pour ce 4e épisode, c'est Quentin, dessinateur, tatoueur et graffeur, membre du collectif Délit de Fuite. C'est le papa d'un ami qui était publiciste qui a créé en lui cet intérêt pour le dessin alors qu'il était enfant. Ensemble, on a parlé de son intérêt pour le figuratif, de son collectif de graffeurs qu'il considère comme des frères, de son style qui évolue encore aujourd'hui, du fait qu'il soit passé du dessin sur papier ou sur mur au tatouage et de son œil critique sur son propre travail. Je vous souhaite une très belle écoute. Eh bien merci Quentin d'être avec moi aujourd'hui sur Compose. Avec grand plaisir. Alors, tu es donc tatoueur, dessinateur. Tu peux d'abord un peu m'expliquer, on va revenir au début, d'où est né cet intérêt pour le dessin ? Écoute, moi j'ai eu un ami dans mon enfance, c'était un gars de ma classe qui s'appelait Kevin, son papa était publiciste. Et en me pointant chez lui un jour, j'ai vu un bureau rempli de marqueurs de toutes les couleurs. Ça m'a juste fait rêver en fait, je me suis vraiment dit... mince, je veux un truc comme ça chez moi aussi. Moi, je veux aussi plein de marqueurs comme ça. Et de fil en aiguille, au plus j'allais chez eux, vu que c'était un très bon pote, j'ai dormi plusieurs fois là-bas. J'ai vu que les dessins qu'ils faisaient, déjà, je les trouvais assez beaux. Et par la suite, c'était des pubs, en fait, que je retrouvais dans la rue, ou là, en l'occurrence, à Walibi, il avait fait toute une campagne pour le Walibi. Et donc, je voyais des dessins que lui faisait en A4 sur sa petite table, en géant à Walibi. Et ça m'a vraiment parlé. Je sais pas pourquoi, mais je me suis assez vite dit, parce que je devais avoir 8-9 ans, hein, pas beaucoup plus, je me suis assez vite dit, moi je veux faire des trucs en grand sur les murs aussi. Je trouvais ça génial. Je ne sais pas vraiment pourquoi, mais je trouvais ça vraiment cool. Et donc voilà, je pense que c'est vraiment grâce à ce bonhomme-là qui s'appelait Jean-Pierre que j'ai eu envie de dessiner et que j'ai cassé les pieds à mes parents en leur disant, ouais, mais moi je veux dessiner. Et à cet âge-là, c'était pas simple de trouver des cours de dessin. Donc j'ai dessiné par moi-même. Mon grand-père faisait un peu de peinture aussi, donc il nous a appris à faire 2-3 petits trucs, genre des roses, parce qu'il était fan de roses. Donc assez vite j'ai dessiné des roses, mais voilà, c'était pas pour autant que je me suis dit je vais faire de ça mon boulot, hein. En étant petit, je crois que je voulais être dentiste à un moment, j'ai voulu être coiffeur, parce que mon coiffeur était beau, je pense. Mais voilà, quand même assez vite, je me suis dit je veux faire du dessin. Et du coup, tu as suivi des cours particuliers de dessin ? Étant enfant, pas du tout. J'ai vraiment, comme je te dis là tout de suite, appris, avec ce monsieur-là qui me donnait quand même des petits conseils à gauche, à droite, mais je prenais pas des cours. Je dessinais beaucoup dans un carnet. Ma grand-mère m'avait offert un petit carnet. J'essayais de le remplir. Et donc d'essayer de montrer aussi de temps en temps à des gens qui dessinaient. Le parrain de ma sœur était aussi dans la BD, donc aussi il y avait un petit regard sur ce que je faisais. Et donc de là, j'ai juste continué à faire des dessins. C'est vrai que le premier cours que j'ai pris, en réalité, je pense que c'était déjà à l'école quand j'avais 15-16 ans, quoi. Donc non, j'ai pas pris de cours petit, mais à l'école, ouais. Dès le moment où j'ai pu faire du scolaire en dessin, je l'ai fait. Donc à partir de la 3e rénovée, j'ai plus pris de cours normaux, quoi. Donc voilà. Et c'était quel type de dessin ? Enfin, tu parlais de peinture aussi, d'aquarelle. Tu as appris aussi à peindre, du coup, à ce moment-là ? Un peu comme tout enfant, je pense qu'on a un peu... nos parents nous mettent un peu tout dans les mains et donc on essaye. Maintenant, la peinture à proprement parler, de nouveau, c'est plus au milieu scolaire, quand on a commencé à vraiment explorer les ombres et les lumières, où là on apprend à peindre que de la peinture, je veux dire l'aquarelle,
Si t'as pas un minimum de base en dessin ou en peinture, bah, il n'y a pas grand monde qui fera quelque chose de très joli, quoi. Ou alors ce sera de l'abstrait, mais moi j'ai jamais été vraiment attiré par l'abstrait. Tout petit, c'était déjà le figuratif qui m'a intéressé, et donc je me suis vraiment dirigé vers ça assez vite, quoi. Et après, il y a les études du coup supérieures. Là, tu as étudié l'animation, le dessin animé. Ouais, j'ai étudié le dessin animé. Bah, en fait, c'était par rapport à mes potes, hein, de nouveau. On était avec des gens à l'école en rénové. Bah, il fallait trouver des voies. On est en dessin, ok. Après, on fait quoi? Parce que vivre du dessin, on est tous conscients que c'est pas si simple que ça. En Belgique, encore moins. Mhm. Bon, à ce moment-là, on n'y pense pas. Et c'est vrai que moi, ce qui m'a donné envie de faire du dessin, c'était de rendre du dessin animé, c'était de rendre mes personnages vivants. Comme je dessine quasiment que des personnages, bah, rien que le fait de faire cligner des yeux, c'est la magie qui opère en fait. Et donc, plutôt que de faire de la BD, ouais, avec mon groupe de potes, on s'est tous dit, ouais, on ferait bien du dessin animé. Moi, je partais plus vers l'animation en plasticine que le dessin animé à proprement parler, mais c'est un peu pareil, hein, c'est le même monde. Et ouais, mais ça s'est arrêté bah, parce que je faisais ça avec un pote et que lui est décédé subitement dans un accident de voiture. Donc voilà, moi j'avais pas l'envie de reprendre le projet qu'on faisait à deux, qu'on avait à peine commencé, qui allait sûrement déjà nous prendre 2-3 ans à deux. Tout seul, ça allait être beaucoup trop de poids. Et donc bizarrement, bah, comme je faisais du graffiti aussi, je me suis un peu rabattu à ce moment-là sur le graphe en me disant, bah, au moins ça, je peux le faire tout seul. J'ai pas besoin de quatre mains. Parce que c'est vrai qu'en animation, t'as vite fait, quand tu fais du stop motion, bah, d'oublier un petit détail, de bouger la lumière, ou de bouger la main, et d'avoir quatre paires d'yeux, enfin deux paires d'yeux et deux paires de mains, c'était quand même beaucoup plus facile, quoi. Donc ça m'a un peu arrêté là-dedans. Après, du dessin animé, j'en ai quand même un petit peu fait par la suite pour des vidéos de skate. Donc rien à voir, hein, mais voilà, quand même, on n'a pas lâché. Si on peut encore en faire un peu, on en fait un peu. Là, dans mon collectif de graffeurs, il y en a justement un qui vit de ça. Et si on peut l'aider une fois de temps en temps, ben on n'hésite pas, hein. C'est toujours un plaisir de faire du dessin animé, mais ça prend énormément de temps. Comment tu es entré dans le collectif de graffeurs? Ben ça, c'est de nouveau par rapport à mon école rénovée au CPS à Jodogne, parce que j'en ai pas parlé, ben, donc autant le dire, voilà, c'est le CPS à Jodogne, une grande école. Et, non, et en fait, mon ami Yann a été placé là par un juge, en fait, parce qu'il avait graffé déjà beaucoup à Namur. Il s'était fait attraper dans son école, il avait peint des gares. Donc bah, il a eu une amende vraiment, vraiment salée. Pour l'époque, c'était des millions de francs belges. Et donc, bah, étant un quête de 16 ans, bah, il n'a pas pu payer ça. Et donc, le juge l'a placé ailleurs que dans son groupe de gens normaux qui connaissaient déjà, en se disant, bah, là, il va peut-être se calmer. La seule chose qu'il a fait, c'est bah, pervertir toute une classe et mettre. Bah, on s'y est tous mis, en fait, parce que bah, lui est arrivé en peignant très bien. C'est le genre de gars qui rate jamais un dessin. À Yen, voilà, j'en ai 2-3 comme ça dans mes potes. Un peu comme on parle d'oreille absolue. Bah, lui, on pourrait dire qu'il a le trait absolu, je pense. Et il rate presque jamais un dessin. Lui te dira pas ça, parce qu'on reste toujours humble. Mais pour moi, c'est vraiment quelqu'un qui rate pas grand-chose. Et donc, bah, déjà à l'époque, avec les bombes un peu pourries qu'il y avait à l'époque, bah, il faisait déjà des personnages plutôt impressionnants pour quelqu'un qui ne l'a jamais fait. Ça nous a tous donné envie d'essayer. Jodogne est une ville assez cool, où il y a quand même pas mal de petites ruelles, où tu croiseras jamais un chat. Donc, on pouvait essayer de faire du graffiti sans trop risquer grand-chose non plus. Donc bah ouais, on s'y est mis de fil en aiguille, on a créé un premier groupe, un deuxième groupe, un troisième groupe avec plein de gens, avec un peu moins de gens parce qu'on crée des affinités en fonction des personnes avec qui on peint. Et ces quatre-là, parce qu'on n'est que quatre dans d'Elite 8, bah on s'est regroupés par Yann et puis par le dessin animé, où quand eux se sont mis à la cambre en fait pour faire du dessin animé. On a rencontré le quatrième et de là, bah, ça fait depuis 2009 qu'on évolue, depuis 1999 pardon, qu'on évolue ensemble et que c'est pas prêt de s'arrêter, hein. Moi, c'est comme mes frères, c'est juste qu'on a juste pas la même maman ni le même papa, mais en vrai, c'est comme des frères. Et le graffiti, c'est un processus complètement différent pour toi que de dessiner sur papier, ou finalement c'est un peu
la même technique de travail? Non, c'est pas du tout la même technique dans le sens où c'est un médium totalement différent et que la bombe et le crayon ne se ressemblent pas du tout. Maintenant, moi, je vais jamais. C'est très rare que je me pointe sur un mur et que j'ai pas un dessin au Mhm. minimum esquissé sur un papier pour savoir à quoi m'en tenir un peu face à mon mur, parce que l'improvisation, c'est peut-être bien pour les gens qui savent tout réussir, mais justement, c'est pas donné à tout le monde, et donc si tu veux pas stresser ou aller recommencer 20 fois tes constructions, bah, c'est peut-être bien d'avoir un petit dessin, même si c'est juste un croquis, pour t'aider à démarrer ton mur, quoi. Donc voilà, c'est pas du tout le même procédé, mais l'un va pas sans l'autre. Mhm. Et c'est aussi des personnages que tu dessines en Ouais, graphe? ouais, principalement, ouais. Ou un peu de décor en fonction de avec qui je peins, mais moi j'ai toujours axé mon travail sur les personnages parce que j'aime bien les émotions et que je trouve ça cool dans une idée de pouvoir faire passer une chose. Et je trouve que faire passer une chose dans un lettrage, une idée percutante dans un lettrage va être beaucoup plus difficile, à moins d'écrire des très belles phrases. Mais ce sera pas aussi percutant pour moi qu'un dessin qui peut dénoncer tout ce que tu veux dénoncer à ce moment-là. Donc, ouais, le personnage, très bien. Et comment tu as réussi à développer ton style de dessin? Comment est-ce que tu t'es beaucoup inspiré de ce que tu voyais ailleurs, de ce que tes amis faisaient Ouais, ouais, aussi? ouais. C'est Vraiment, comme ça que tu l'inspiration développais? est hyper importante et encore à l'heure actuelle, pour moi, mon style évolue tous les jours, hein. Et c'est pas près d'être fini. Je pense que le jour où je me complairai dans un truc que je fais, bah, ce sera un peu le début de la fin de mon art. Et donc non, bah, il faut toujours continuer à se renouveler. Et le jour où tu penses avoir touché la fin d'un sujet, bah, t'en chopes un autre et puis t'essayes autre chose. Et ouais, je pense, moi, j'ai peut-être pas mal fonctionné par phase comme ça. J'ai beaucoup travaillé en noir et blanc à un moment, puis je me suis mis à faire des petites touches de couleur dans le noir et blanc, puis maintenant je suis à fond dans la couleur. Ça me ferait presque bizarre de faire un mur juste en gris, tu vois. Donc ouais, ça évolue et heureusement. Et quel regard du coup tu portes sur tes anciens dessins? Ouais, ça dépend des dessins. Il y en a que je vais toujours autant aimer et dès que je peux plus voir parce que bah, en fait je l'aimais peut-être pas des masses déjà à l'époque ou que j'étais dans un mauvais jour parce que je maintiens qu'il y a des jours avec et des jours sans et que les jours sans bah, ça sert à rien de t'acharner en fait. T'es mieux de te poser devant la télé et d'attendre le lendemain. Mais ouais, le regard sur les personnages, bah, il faut que ça évolue. Donc moi pour revenir à ta question, je m'inspire beaucoup de plein de dessinateurs, de toute la vie quotidienne, je veux dire, d'un mec que je vais croiser dans la rue, d'un chat avec 3 pattes que je vais voir dans la rue. Tout peut être, tout peut m'inspirer comme me donner une idée, en fait. Donc, ouais, il faut toujours s'inspirer. Je pense que dans presque tous les arts, tout le monde s'inspire, et c'est comme ça qu'on avance et qu'on fait avancer le travail dans lequel on est. Et comment tu fonctionnes? Donc tu vois quelque chose dans la rue, après tu rentres et tu as envie de le dessiner, ou c'est un processus qui prend plus de temps? Tu te poses devant une feuille et ça vient, ou alors tu dois y réfléchir? Comment ça se Bah, passe? plus jeune, j'aurais tendance à te dire que ouais, j'avais toujours un petit carnet de dessin sur moi et que j'étais toujours prêt à le croquer à la moindre occasion. Maintenant, je vais plus noter une idée sur un papier que de la dessiner tout de suite parce que ben, je sais pas, j'ai besoin un peu plus de temps. J'aime bien potasser, regarder un maximum d'images avant de me lancer dans mon idée pour essayer que le dessin soit le mieux possible directement ou presque, pour pas devoir passer par des recherches où je vais faire 20 fois presque le même dessin pour arriver à un truc qui au final sera quasi le même qu'au début, mais au moins le dernier me plaira alors que le premier me plaisait pas. Donc ouais, je ne sais plus ce que je voulais dire au départ, mais Je parlais de ton processus créatif, du coup, comment tu fonctionnais vraiment. bah, maintenant, je pars beaucoup de Mhm. photos, en fait. C'est Ouais. vraiment, et avec les sites comme Pinterest et tout, Mhm. c'est vraiment des sources d'inspiration intarissables. Après, j'ai une étagère pleine de bouquins, de artbooks, de dessinateurs, de graffeurs, de gens qui font de la BD. J'adore tout ce qui est comme ça. Voilà. Si je croise un livre, des croquis de Disney, je vais pas pouvoir m'empêcher de l'acheter parce que je vais avoir envie juste de le feuilleter et probablement qu'il me servira à rien, mais juste à avoir pris du plaisir en le voyant. Mais peut-être que 3 dessins vont me faire comprendre pourquoi j'ai toujours un problème avec mon pouce quand je veux dessiner une main, par exemple, tu vois, et tu sais pas qu'est-ce qui va te déclencher qu'un jour, ben ouais, tu vas arriver à dessiner ce que tu veux dessiner
autrement que par du travail. Parce que évidemment que si tu bosses, je vais dire comme je viens de dire, si tu veux, t'as un problème avec tes mains, par exemple tes dessins, tu veux que tes mains soient bien, bah tu vas devoir en dessiner 100 avant de commencer à être content. C'est pas en dessinant 2 que tu vas, voilà. Donc ou si tu veux dessiner n'importe quoi, hein, il va falloir pour moi dessiner beaucoup pour pouvoir arriver au résultat que tu voudras. Tu arrives à être content, à être fier de ce que tu fais? J'ai 41 ans, ça commence heureusement. mais c'est franchement pas tous les jours. Après, oui, ça peut être. Je pourrais être content maintenant, très content après avoir fini mon tatou. Et puis en voyant ma photo le soir même, en la regardant, en me disant je vais aller regarder ça avec un peu de recul, bah trouver qu'il y a 2-3 petits défauts, quoi, tu vois. Et après, c'est ça qui va me pousser justement à faire attention à la prochaine fois que je referai ce genre de dessin ou ce genre de tatou, à pas refaire la même erreur, quoi. Donc c'est ça qui nous pousse enfin, qui nous fait grandir tout le temps. Et donc ouais, bah mes dessins, j'en suis content. Sinon, bah, je pense que je vivrais pas de ça, parce qu'il faut être quand même un minimum honnête. Je me considère pas comme un grand tueur, mais je sais que j'ai dessiné. Tu vois, sinon j'aurais pas essayé d'en vivre, parce que ça a été galère au début. Et voilà, il faut être conscient que c'est du taf, du taf, du taf, du taf, du taf. On s'arrête jamais. Quand tu vas partir, je vais dessiner. Tu vois, ça s'arrête jamais vraiment. Et justement, le tatouage, comment tu y es arrivé? Comment on passe des dessins sur papier, sur mur, à dessiner sur la peau des gens? C'est clairement très compliqué. Moi, j'ai même attendu d'avoir 30 ans pour me lancer, alors que depuis que j'ai 14 ans, et j'avais cette idée dans un coin de ma tête, parce que j'écoutais des gros métalleux qui avaient des tatouages partout, et que bah, je voulais aussi avoir plein de tatouages partout, du coup. Et donc, bah, finalement, en te disant, tu vois, tu te renseignes à 18 ans, tu dis combien ça coûte un bras tatoué, on te sort une somme astronomique. En fait, j'aurai jamais un bras tatoué, mais moi je veux un bras tatoué. Bah, je dessine, finalement, pourquoi pas essayer un jour, quoi. Et donc bah, j'ai commencé par d'abord me faire tatouer, hein, pendant quelques longues heures, où j'ai regardé, là, c'était une fille qui me tatouait, c'était Émilie, à regarder, à lui poser 1 million de questions, à même finir par lui demander, tiens, ça te botterait pas de m'apprendre? Elle m'a dit que non. Elle voulait plus former mon pote Yann, justement. On en revient à mon copain qui ne rate rien. Bon, voilà. Lui, il a gentiment dit que lui voulait pas vivre de ça, que s'il faisait du tatouage un jour, ce serait plus une corde à son arc qu'un métier. Alors que moi, c'était vraiment le côté, ouais, non, moi, si je peux bosser et faire ça tout le temps, je veux bien faire ça. Et donc voilà, bah, je me suis fait tatouer. On a attendu d'avoir un peu de thunes parce que le matériel est très cher. Et donc, ben, une fois en vendant une toile un petit peu chère, ben, mon pote Ayen s'est acheté du matériel. Donc là, on a pu commencer à essayer. Et puis de là, ben, en fait, mon premier tatou s'est super bien passé. C'était sur un pote qui était rempli, qui avait déjà ses 2 bras, ses 2 jambes. Donc il n'y avait pas une grosse pression, je vais dire. Malgré le fait que je vais l'ancrer et que dans ma tête, c'était une putain de pression. Parce que voilà, je sais que mon pote, le restant de ses jours, il va dormir avec les 4 lignes que je vais lui faire si je m'arrête au bout de 4 lignes. Oui, justement, c'est pas plus dur parce que c'est un ami aussi. Il n'y a pas plus de pression? Non, moi je pense qu'à ce moment-là, heureusement que c'est un ami, j'aurais jamais commencé sur quelqu'un que je connaissais pas, ou alors je l'aurais fait sur moi. Parce que voilà, c'est tellement risqué que t'as pas envie de pourrir la vie d'un autre, quoi, tu vois. Alors que si c'est un pote, bah là, lui, il était suffisamment conscient. Je veux dire, c'était quelqu'un qui m'avait déjà acheté des toiles de quand je faisais des toiles. Il aimait bien ce que je faisais, et je lui ai fait une casquette. Voilà, c'était un peu quelqu'un qui était un public conquis d'avance. Je veux dire, voilà, je savais que ce que je lui ferais lui plairait. J'osais espérer que j'allais pas lui faire une catastrophe comme on peut voir sur le net. Et là, bah, de fait, on avait acheté du bon matériel, donc ça s'est plus ou moins bien passé, même si je l'ai fait en 3 fois pour un petit tatou, c'est beaucoup. Mais au final, je suis encore fier de le montrer maintenant en disant que c'est mon tout premier tatou. Pour moi, il est vraiment bien. Il aurait pu être dégueulasse, il ne l'est pas tant que ça. Et c'est vraiment, t'arrives à mettre ta patte, à mettre ton univers aussi dans le tatouage que tu proposes? Si c'est des dessins que moi je fais et que je propose à mes clients, oui, parce que c'est eux qui les choisissent en fonction de ce qu'ils ont vu. Maintenant, dans le shop où moi je travaille maintenant, je bosse beaucoup plus à la demande. Donc c'est des gens qui viennent avec une envie bien précise. Je te prends un exemple. Je voudrais un phénix, voilà, à tel endroit, combien ça peut coûter. Souvent, je leur demande de me montrer quelques images pour savoir
quel tatou eux aiment en fait, voir si c'est réalisable par ma main, parce que il y a évidemment des champions du monde du tatouage qui font des tatouages comme je ferai jamais, soyons honnêtes. Et du coup, voilà, si c'est dans mes corps, je leur dis oui, je peux te faire un truc comme ça ou comme ça. Je leur dis que de toute façon, j'adapterai leur dessin un minimum et qu'ils doivent aller voir des photos à moi, que mon univers, il se ressent quand même un minimum. Après, pour moi, c'est difficile à dire, mais je pense que pour d'autres gens qui vont voir mon travail régulièrement, auront plus facile à reconnaître un de mes dessins que de moi te dire ouais, moi, tous mes dessins, ils se ressemblent. Non, je suis pas, voilà, j'ai pas cette pertinence-là, quoi. Tu peux quand même, t'as quand même une liberté d'expression dans ton tatouage, même si c'est des demandes qui ne sont pas forcément des dessins de toi? Ça dépend des clients. Il y a vraiment des clients fermés qui vont arriver en disant moi je veux ça. J'ai beau leur dire que je leur ferai pas tel quel, ils veulent ça et ils veulent s'y tenir. Donc moi j'essaie de un minimum changer le truc pour pas faire le tatou d'un autre, parce que c'est quand même jamais que du plagiat, sinon, malgré que c'est hyper dur de faire pile poil le même tatou qu'un autre, hein. On a tous une manière de travailler, les ombres, bon, les lignes, ça peut être tous pareil à la limite, si on est tous au même niveau de tatouage, je veux dire, si c'est pas un débutant, voilà, que des ombres, on va tous les faire différemment, on a tous notre manière de les faire, donc je pense que tu demanderas à 10 tatoueurs de se faire exactement le même tatouage, il n'y en aura pas deux les mêmes. Donc voilà, ils doivent être conscients de ça. Et s'ils veulent vraiment le tatouage qu'ils ont sur la photo, ils n'ont qu'à aller trouver le tatoueur qui a fait cette photo. Et puis c'est tout. Et donc voilà, à mon sens, oui, on vient pas, pour prendre deux exemples, on vient pas chez Picasso lui demander de faire du Van Gogh. Tu vois, ça se fait pas. Donc oui, ils doivent être conscients qu'on va un minimum changer et interpréter leurs demandes. Et je pense que s'ils viennent chez moi, c'est pour être tatoués par moi. Et donc, soit ils sont contents de ça, soit ils viennent pas, et puis c'est tout. Voilà. Et même si tu travailles justement du coup dans le shop d'un autre, c'est pas ton propre shop, tu peux t'exprimer. T'es pas obligé d'avoir le style entre guillemets du shop. Tu peux garder ton style à toi. À mon sens, il y a pas dans notre shop, en tout cas, il n'y a pas de style. On a tous des styles totalement différents, à part mon collègue Ayen, qui est Yann, qui est un gars d'Elite 8, voilà, on se suit. Voilà, à part lui, on fait un peu la même chose. Franchement, on est les deux un peu polyvalents du truc, où on fait un peu tout ce qu'on nous demande, ou presque, quoi. Les autres, ils ont des styles bien précis, et ils s'y tiennent, et ils font que ça. Donc forcément, quelqu'un qui va arriver avec une unité de main qui prie, de fleurs bien précises ou quoi, c'est pas mes collègues qui vont les faire, parce qu'ils vont les faire en version maori, et que si c'est pas la demande, forcément c'est pas eux qui vont le faire. Donc ouais, nous on est un peu quand même libre de faire déjà d'accepter ou de refuser, hein. Je veux dire, moi le client qui vient, il n'y a rien qui m'oblige. C'est pas parce que je bosse dans un shop qui est pas le mien, on est tous indépendants. Mm-hmm. Donc voilà, Jérôme est très cool, et puis voilà, il nous force à rien, quoi, et heureusement, parce que on serait probablement déjà plus là sinon, tu vois. Il faut quand même garder la conscience que si moi je dois faire un dessin que j'ai pas envie, déjà je vais pas y mettre tout le cœur que je dois mettre, et donc le tatouage, ça va se ressentir aussi, même si la personne ne le voit pas, c'est pas très chouette de se dire ça, quoi, de savoir que t'as pas tout donné pour son tatouage, donc autant pas le faire. Comme ce sont tes dessins, c'est vraiment ton style. Ça t'est arrivé de te tatouer toi-même un de tes dessins ? Au tout début, ouais, hein, forcément. Dès que j'ai acheté une machine, je l'ai essayé sur moi. Ça a été la grande question, hein, de savoir si je faisais un de mes dessins ou si je prenais un dessin que j'aimais bien d'un autre dessinateur. Puis je me suis dit, au final, c'est quand même plus... Enfin, ça me paraissait normal de prendre un de mes dessins que j'aimais bien. J'ai quand même été choisir un dessin qui me parlait d'une toile que j'aimais vraiment bien, que j'avais déjà faite depuis quelques années, qui n'avait pas pris une ride pour moi. Donc je me suis dit, je vais me faire ce tatou-là, ça peut être que bien. Sauf si je me rate, ça a été. Il est toujours pas fini, hein, ça fait 11 ans que je tatoue, il est toujours pas fini, parce que c'est quand même un peu bizarre de s'infliger cette douleur. Bien que quand tu te tatoues toi-même, tu focalises plus sur le fait de ne pas te rater que de ne pas te faire mal. Et donc, voilà, la douleur, finalement, elle passe un peu en second plan quand tu t'auto-tatoues, quoi. Oui, bien sûr, je me suis déjà tatoué. Je me retatouerai probablement encore plus tard,
pour je sais quelle bonne raison je trouverais à ce moment-là, hein, tu vois, mais parce que là, pour le moment, tu me demanderais ça, je te dirais, bah non, je demande à mon collègue, il a qu'à me le faire, il me le fera forcément mieux que moi, il sera mieux placé que moi, et il le fera mieux. Voilà, il y a probablement encore un jour où me prendrai un petit délire de me retatouer moi-même. On verra quoi. Est-ce qu'à côté de ton job de tatoueur, du coup, tu as encore le temps pour le collectif de graffiti? Pour être honnête, trop peu, vraiment trop peu. J'aimerais bien plus peindre que ça. Mais bon, de nouveau, ça rejoint à ce que je te disais. En étant un gars assez polyvalent dans le shop, je fais quasiment que des gros tatous, donc des bras entiers, des grosses parties, quoi. C'est rare que je fasse un petit tatou qui est plié en 1 heure. Franchement, j'ai plutôt des tatous que je vais faire en une après-midi, voire en 2 ou 3 après-midi. Et donc, bah ouais, c'est compliqué parce que bah, si tu fais ton tatou qui te prend tout un bras, il faut faire un dessin, tu vas taper 10 heures dans ton tatou, bah, souvent, tu as déjà tapé au moins 5 heures dans un dessin préalablement. On bosse la journée, on dessine la nuit, bah ouais, ça laisse plus beaucoup de temps pour peindre. J'ai un jour de congé par semaine, c'est le vendredi. Je suis un bon fainéant à mes heures perdues aussi, qui adore rien foutre. Donc bah, quand je peux rien faire, je fais rien. J'essaie de peindre de temps en temps, mais c'est beaucoup trop rare. Franchement, beaucoup trop rare. T'as déjà eu des gros projets Ouais, de bien peinture? sûr, hein. Moi, beaucoup moins maintenant. On m'appelle beaucoup moins que mes autres compatriotes qui, eux, sont quand même beaucoup plus actifs. En tout cas, Solo et Ayen sont beaucoup plus actifs encore dans le milieu du graffiti. Et donc, bah ouais, après, on a bossé à nos bonnes heures, ouais, pour Couleur Café, où là, on a fait un projet énorme, où on a peint des containers, où c'était 3 petits containers de 6 mètres posés au sol, un conteneur de 12 mètres posé sur les 3 petits, et de nouveau, un petit de 6 mètres posé, donc ça faisait une pyramide de conteneurs qu'on a essayé de peindre en 3 jours. Bon, on s'est bien dit que ça allait être compliqué, donc on a demandé 3 jours avant le festival pour un peu pré-mâcher le travail, faire les constructions, et que quand les gens arrivent, même le premier jour, ils aient quelque chose à regarder, quoi. Parce que bon, si tu viens qu'un jour, qu'on te vend un projet graffiti et que tu tapes juste les constructions et que les gars ils sont en train de boire et de fumer, bah forcément c'est pas ce qu'il y a de plus chouette. Donc on s'était dit on va déjà lancer bien le projet. Et ça ouais, c'était des gros projets qu'on levait quand même pas mal de pognon et qui nous ont demandé une grosse organisation. Après il y avait les projets comme Bruxelles Graffiti. Bon maintenant ça se fait un peu moins, il y a moins d'organisation, mais voilà, c'est comme ça, peut-être ça reviendra quand un autre jeune aura envie de réorganiser des gros trucs comme ça, parce que je pense que c'est vraiment lourd à organiser. Mais pendant un moment, à De Want, la station De Want, c'était la plus grosse fresque d'Europe. Bah, nous, avec mon collectif, on a fait vraiment une grosse partie où notre morceau fait enfin, une centaine de mètres de long sur 12 mètres de haut, qu'on a fait à 4 avec 2 invités. Donc ouais, on a déjà pu faire des vraiment très grands murs. Et ça vous fait quoi du coup? Ça vous donne aussi, entre guillemets, une crédibilité de pouvoir travailler sur des choses comme ça, comme à Couleur Café où il y a des milliers de personnes qui vont voir votre travail? Ouais, probablement, hein. Puis c'est super valorisant pour nous, on a un peu moins l'impression de peindre dans notre chambre pour nous, parce que faire allez, on a fait quand même pas mal d'expositions. C'est finalement assez rare de vendre toutes les toiles à une expo. Moi, ça m'est jamais arrivé, vraiment jamais arrivé. Et quand j'en vendais une, j'étais content. Donc voilà, si pour peu que je vende 3 toiles à l'exposition, c'est bien. Mais au final, t'en retires pas un grand... allez, par rapport au travail que tu as donné, tu retires pas un grand profit, quoi. Alors que quand tu vas faire une fresque comme ça, bah déjà, il va y avoir les médias qui vont venir, il va y avoir des interviews. Le mur à De Want, c'est passé quand on l'a fait le week-end, c'était étalé sur 2 ans. On l'a fait, c'est passé dans les journaux parlés, c'est passé, il y a des gens qui sont venus faire, des photographes qui sont venus faire, quand on ont sorti des livres. Donc bah ouais, forcément, il y a du palpable derrière, quoi. Donc ouais, ça amène une crédibilité, parce que par la suite, tu peux aussi mettre ça sur ton CV. Dire que tu as bossé pour Couleur Café, ça le fait. Donc c'est mieux que dire que tu as bossé pour le bar du coin, même si au final, tu en as retiré une aussi bonne expérience. Hein. C'est pas aussi vendeur, quoi. Donc ouais, c'est bien de pouvoir avoir des contacts, parce que finalement, dans le milieu, c'est ça qu'il faut, c'est avoir des contacts. Et au plus tu vas toucher des milieux connus, comme des festoches et des trucs comme ça, au plus tu vas agrandir ton carnet d'adresses. Parce que y a des artistes qui sont venus voir la fresque, même des chanteurs et tout. Hein.
Par la suite, Couleur Café, l'organisation, ils jettent rien. Donc les autres années, on a vu que nos panneaux qu'on avait fait pour eux à une autre année, parce qu'on avait fait pour les 25 ans, on avait déjà bossé pour eux, les panneaux se retrouvent dans les loges des artistes ou dans le coin VIP. Et donc tu retrouves sur les photos de presse, les trois quarts des interviews se font au milieu de nos peintures. Ça aussi, moi je trouve ça génial, quoi. Les peintures, elles ont 10 ans, mais elles servent toujours à faire les décors pour les interviews, donc c'est cool. Même si, voilà, nous on l'a fait juste pour le plaisir de peindre. Et, c'est quand même cool que ça fonctionne et que les gens les emploient toujours, quoi. Que c'est pas juste posé dans une cave et que plus personne ne les verra jamais. Voilà, c'est chouette. Et comment t'as passé le cap de peindre, dessiner pour toi à exposer justement dans le moment où t'as fait des expositions, le moment où t'es rentré dans le collectif et où vous avez fait des fresques qui étaient publiques du coup? Comment t'as passé ce cap? Ça se fait tout seul en fait, en arrêtant l'école, en se disant je vais essayer de vivre de mon art et que c'est vraiment pas simple. Il faut essayer d'aller gratter un peu à gauche, à droite. Et donc, quand on te propose des projets comme ça, que peut-être 5 ans avant, t'en aurais pas eu grand-chose à faire, tu te dis, ouais, non, j'ai pas envie de peindre une voiture juste parce que toi, tu la veux. Au final, après, tu vas te dire, ouais, je vais lui faire sa voiture, ça va me faire un peu de pognon, puis ça va me faire de l'expérience, ça va me faire un mur en plus, ça fait des photos en plus à montrer. Et donc, au plus on peint, au meilleur on devient, il faut être honnête, au plus tu pratiques, au mieux c'est. Et donc, on n'a plus arrêté et on n'arrêtera probablement jamais de peindre, tu vois, ou de dessiner. Moi, tant que mes doigts fonctionneront, je continuerai et ce sera toujours plus fort que moi, franchement. Voilà. Comment tu te sens quand tu dessines? Je t'avoue que je ne me suis jamais posé la question de ça. Voilà, je peux dessiner aussi bien triste que super content. Voilà, là, j'ai eu un enfant, j'ai fait son faire-part. Forcément, ça te fait un petit coup de cœur. Tu te dis, c'est cool, je fais le faire-part de mon fils cette fois, c'est pas pour celui d'un enfant d'un autre. Donc, ouais, il y a des fois où tu vas probablement être plus content, mais j'avoue que moi, quand je dessine, justement, c'est une bonne manière de penser à rien d'autre qu'à mon dessin. Comme je dessine souvent la nuit, et ton téléphone sonne pas, la porte, il n'y a personne qui risque de sonner. Et au final, tu es tranquille et t'es juste en train de dessiner. Et à mon sens, j'ai pas particulièrement d'émotion en dessinant, en fait. Peut-être plus en tatouant, parce que là, je pourrais un peu avoir la crainte de rater, mais en dessinant à proprement parler, franchement, je trouve que c'est une drôle de question. Et qu'est-ce que ça te fait quand tu vois le résultat final, soit une fresque, soit le dessin sur la peau des gens? Moi, je regarde d'abord la personne. C'est vraiment, si la personne est contente, je vais déjà forcément être plus facilement content. Parce que vraiment, je pense que mon bonheur passe par celui des autres, dans mon travail en tout cas. Et c'est ça qui est chouette, rien que quand tu leur montres le dessin, des fois ils sont super surpris, mais dans le bon sens, ça peut être dans le mauvais sens aussi, mais quand ils sont surpris dans le bon sens, c'est qu'ils sont là, ouais, c'est génial, je m'attendais pas à ça, mais j'adore, franchement, t'as tout compris, je suis trop contente que ce soit toi qui me le fasses. Voilà, c'est chouette, je veux dire, il n'y a pas à dire, c'est des compliments, c'est toujours bon à prendre. Maintenant, on peut vivre sans aussi. Voilà, je pense que moi, j'ai un regard sur mon art qui est assez mauvais. Je me dis rarement que j'adore ce que je fais. Assez critique? Ouais, très critique même. Voilà, et encore à l'heure actuelle, vraiment, le dessin que j'ai fait hier, parce que je dessine quasiment tous les jours par rapport à mon taf, et je dessine vraiment tous les jours. Le dessin que j'ai fait hier, je peux déjà lui trouver des défauts, alors que je l'ai fait hier, il devrait pas en avoir, tu vois. Maintenant, c'est ça qui me construit et c'est ça qui fait qu'on continue à peindre, à dessiner, à tatouer, à faire tout ce qu'on veut, mais qu'on continue, quoi, c'est tout. Comment tu fais alors si tu n'es pas content du dessin pour le tatouer sur la personne? Si tu te dis, il y a encore des défauts, mais que voilà, c'est le moment, il faut le tatouer. Honnêtement, heureusement, je me dis plus souvent ça après qu'avant, parce que je crois que si je devais me le dire avant, j'aurais peut-être presque du mal à le faire, à dire à la personne, mais écoute, alors, si je pense vraiment que le nez te traviole, je vais lui dire, attends, change vite le nez, et puis voilà, ça prend les 10 minutes, ou même si je dois changer, et que ça va me prendre 1 heure à changer, je vais le changer. Ça, obligé, parce qu'après, c'est trop tard. Dire, même si on peut un peu planquer certaines erreurs de ligne dans des ombres,
Voilà, il faut pas déconner. C'est un tatou et malheureusement, ouais, c'est pour toujours, quoi. Ils vont être enterrés avec. C'est vraiment une pression différente que le graphe, finalement. Ouais, il y a pas photo. C'est vraiment une pression démesurée par rapport au graffiti. Le mur, je lui fais pas mal. Il va jamais se plaindre. Enfin, voilà, là, moi, je suis sur une vraie personne qui a des sentiments, qui a de la douleur, qui le fait souvent pour une bonne raison, hein, parce que le tatou est souvent lié à des événements de vie qui sont joyeux ou non. Et donc, bah voilà, c'est un vrai acte qui marque une chose dans la vie de ces gens. Et donc, ouais, je me dois d'être le meilleur à ce moment-là et de tout donner pour l'être, en tout cas. Et si moi, je me permets de dire que je suis pas content, j'ose espérer qu'eux sont contents à 100%. Tu vois, moi, c'est vraiment mon côté artiste, voilà, qui peut pas être content presque, en fait. Parce que je me dis que si je suis content, c'est bientôt fini, quoi. Donc voilà, après bien sûr que mes tatous, j'en suis content et que j'en suis fier et que sinon je les publierais pas et je voudrais les montrer à personne alors que c'est pas le cas du tout, hein. Donc non, bien sûr que je suis fier de mes dessins et que j'essaierai de continuer à l'être. Quand tu jettes un regard sur ton parcours, tu te dis vraiment que voilà, c'est par tout ça que tu devais passer pour en arriver là où tu es aujourd'hui. Toutes tes expériences t'ont nourri pour arriver où tu en es aujourd'hui dans ton art. C'est certain que toutes mes expériences m'ont nourri. Après, me dire que j'aurais dû passer par là, je sais pas, parce que je pense que la vie est faite de bons comme de mauvais, et que le mauvais, surtout, nous pousse aussi à grandir. Et donc, même dans le dessin, hein, je veux dire, mes meilleurs profs, pour moi, c'est ceux qui me disaient, bah là, t'as foiré, c'est quoi ça, regarde. Il me refait 3 lignes sur mon dessin, et puis bah, d'un coup, je comprends. Bah, si j'avais pas fait cette erreur-là, peut-être que maintenant, je la referais encore. Et donc bah, là, j'ai compris pourquoi je l'avais faite, je la referai plus. Et donc, bah oui, on est presque obligé de rater pour arriver à où on est. Et donc, bah ouais, mon parcours a fait que bah, j'en suis où je suis et que je suis bien content d'y être. En tout cas, moi, pour l'instant, je changerais ma vie pour rien au monde. Quand je vivais du graffiti, bah, je me disais, ouais, j'essaierais bien de tatouer parce que les finances rentraient pas. Maintenant, dans le tatou, c'est carrément l'inverse, hein, j'ai envie de dire. Là où les gens sont pas prêts à payer 500 balles pour une toile à mettre sur leur mur, bah, et mettre 500 balles dans un tatou, ça leur paraît, ils vont te dire, ah ouais, je m'attendais à ce que ce soit plus. Ouais, donc bah, le côté pécunier fait que, en tout cas, me complais bien dans le tatouage et dans l'art que je pratique pour le moment, quoi. Comment tu l'expliques ça, cette différence entre l'argent qu'on est prêt à mettre dans un tatouage, mais pas dans une toile, alors que pour toi, le travail est similaire? Bah écoute, j'en sais rien parce que moi, je pourrais très bien me dire que si j'ai un coup de cœur pour une toile, bah, je pourrais mettre 1000 balles dedans juste pour l'accrocher à mon mur. Parce qu'au final, une toile, c'est juste un tatou de maison, hein, dans un sens, quand on y réfléchit. Tu vois, ok, tu le portes pas sur toi, mais tu vas aussi l'embarquer avec toi quand tu vas déménager. Tu vois, enfin, je sais pas, je sais pas vraiment en fait, parce que de nouveau, en fait, rappelle-moi, redis-moi la question. Sorry. Comment, selon toi, on peut expliquer qu'une toile, on n'est pas prêt à Ah mettre ouais, la que même les somme gens sont d'argent? pas mettre à mettre la même somme. Bah déjà, je pense aussi que le tatou est un petit acte égoïste assumé. Les gens vont se dire, bah en fait c'est mon cadeau. Et en se faisant un cadeau, bah, souvent on aime bien se faire un beau cadeau. Tu vois, quitte à s'en faire un une fois de temps en temps, autant se faire un beau cadeau. Et donc, bah ouais, ils se disent que il y a aussi une vieille phrase qui dit, au plus tu payes, au plus tu as de la qualité. Et donc je pense que dans une toile, bah, la qualité, finalement, ils s'en foutent un peu tant que ça habille bien leur intérieur. Alors qu'un tatou, la qualité va être super importante parce qu'ils vont pas avoir envie que la première personne qu'ils vont croiser leur dise franchement pas terrible, hein, le truc que t'as fait là. Donc ouais, je pense que ça fait qu'ils ont un peu plus envie de mettre enfin que les gens se sentent plus facilement mettre de l'argent dans un tatou que dans une peinture. Maintenant, heureusement, tout le monde ne pense pas comme ça, hein, sinon il n'y aurait aucun peintre qui serait coté comme ils le sont à l'heure actuelle, hein. Ici, on est chez toi et il y a quelques formes d'art aussi à toi, notamment au fond de ton jardin, une fresque sur un mur. C'est important pour toi d'exprimer ton art chez toi, de faire en sorte que ton intérieur te ressemble et ressemble à ton art?
Oui et non, parce que de nouveau, j'ai mis très longtemps avant de me décider à accrocher des toiles à moi dans mes meubles, dans ma chambre ou quoi. Bien sûr, quand tu les peins, bah, elles traînent un peu partout, donc tu vis avec. Mais de là à les accrocher à mon mur, bah, d'ailleurs, chez moi, il y a qu'une seule toile à moi, et toutes les autres, c'est des dessins de dessinateurs que je kiffe, ou de peintres qui sont des potes, ou voilà, qu'on a fait un échange, mais il n'y a pas grand-chose à moi chez moi. Alors oui, la fraise dans le fond du jardin, c'est juste que en fait, c'est un de mes rêves absolus d'avoir un mur dans le fond de mon jardin. Là, en l'occurrence, mon appart me le permet, mais malheureusement, en 5 ans ou en 6 ans, je l'ai peint que 2 fois, tu vois. Donc, ça a beau être un rêve, je ne l'emploie pas assez, tu vois. Donc oui, après, c'est pas pour avoir des trucs à moi chez moi, c'est juste que le fait d'avoir un mur peint, c'est plus beau qu'avoir un mur blanc, en fait. Et moi, les murs blancs, c'est comme des pages blanches, j'ai envie de les griffonner. Et qu'est-ce que tu préfères tu as l'impression que tu t'exprimes plus en faisant des dessins, en faisant des graphes ou en faisant des tatouages? Pour moi, c'est un peu pareil, hein. Je pourrais avoir plus de liberté dans mes graffitis parce que ben, l'image que je vais décider de peindre, ce sera moi qui l'aurai décidé, alors que le tatouage, ben, même si c'est moi qui décide de faire le dessin que je décide, il part d'une idée que quelqu'un m'a demandé. Donc c'est plus déjà une commande. Alors on pourrait alors presque comparer ça à un contrat, Mhm. tu vois. Mais ouais, non, pour moi, non, pas forcément, quoi. Et tu ressens le besoin des deux aujourd'hui? Ouais, un peu. Bah, de toute façon, les médiums différents je veux dire, les cordes à mon arc, bah, il faut que ça reste des cordes à mon arc. Donc, il faut un minimum pratiquer de temps en temps. Et ouais, j'ai tout le temps envie de peindre, même si je le fais pas. J'ai déjà enfin, une commande de spray qui m'attend dans mon couloir pour le prochain mur que je vais aller peindre, hein. Je suis déjà prêt, je sais ce que je vais faire. C'est juste trouver le temps et le mur qui sera adapté à ça, tu vois. Et puis voilà. Après, je suis pas pressé. Comme je te dis, j'ai beaucoup de taf. Donc, Mhm. je prends pas beaucoup de temps pour réfléchir à tout ça. Moi, je fais ce que je dois faire parce qu'il faut le faire comme ça. Et puis que tous les jours, j'ai un tatou à faire, donc un dessin à préparer, et puis c'est tout. Donc voilà, le temps, il viendra peut-être quand je serai pensionné, ou quand je prendrai un peu plus de temps pour moi, en me disant qu'il faut que j'arrête de tatouer autant, et que je prenne un jour en plus sur ma semaine. Mais bah, pour le moment, ça me convient comme ça. Et puis, si je voulais vraiment peindre plus, bah, je peindrais plus. Et puis, c'est Mhm. tout, hein. Si je veux vraiment le faire, on le fait, c'est tout. C'est comme ça. Donc, c'est qu'il y a une partie de moi qui se dit que bah, c'est pas si grave si je peins pas pour le moment. Mais ça reviendra parce que ça me manque. Après, le dessin, c'est pas pareil. Je dessine tout le temps. Donc, c'est pas comme la peinture. Mais bon, ça me manque, oui et non, en fait. Et il y a d'autres formes d'art que tu aimerais bien expérimenter? Bah, comme ça, non, pas tant que ça, en fait. C'est une bonne question. En réfléchissant, bah, forcément, il y a toujours des nouvelles techniques qui pourraient être soit dans le graffiti ou dans le tattoo, Mhm. tu vois, des nouvelles machines, du nouveau matériel où ouais, là tu pourrais dire, je vais peut-être tenter ça, mais comme ça, non, je vois pas vers quoi je pourrais me diriger de si différent. J'ai encore tellement de choses à explorer dans ces domaines-là que je suis pas prêt d'avoir terminé, je pense. Ouais, tu sens que tu peux vraiment toujours évoluer, toujours Ouais, apprendre complètement. dans ce que tu fais Ouais, aujourd'hui. tout à fait, hein, et ça, c'est ça le moteur. C'est ça qui fait que je me lève et que j'ai encore envie de continuer à dessiner. C'est que je me sens vraiment me perfectionner. Je vois bien que mes dessins sont 10 fois plus aboutis maintenant qu'il y a 10 ans ou qu'il y a 20 ans. Voilà, heureusement, hein, parce que tu fais n'importe quoi pendant 20 ans, heureusement que t'es bon. Mais bon, c'est un peu... Voilà, et en dessin, c'est toujours difficile de dire, ouais, je suis bon. Tu seras toujours moins bon qu'un autre et meilleur que le suivant, hein. Donc voilà, puis ça dépend de qui te regarde. Voilà. Et tu imagines un jour où tu aurais envie d'arrêter, où tu n'aurais plus l'envie de dessiner? Non, je pense que le jour où j'arrêterai, je serai mort, sans déconner. On parle de pension. Je pense les gens qui pratiquent l'art comme ça, ben, ouais, pour moi, c'est pas... Si, c'est un taf, mais c'est une passion avant tout. Mhm. Donc je pense que même si voilà, j'ai suffisamment de thunes que je peux me dire, c'est bon, je bosse plus, de toute façon, je peindrai, je dessinerai et je tatouerai encore. Que ce soit ma famille ou mes tout bons potes, je tatouerai encore, c'est certain, hein. Je pense en tout cas que tant que ma main me le permettra, je le ferai. Tu avais imaginé plus jeune pouvoir arriver à vivre de ta passion? Bah, oui,
grâce à ce fameux Jean-Pierre, parce que lui, il le faisait terriblement bien, et que j'imagine qu'il galérait quand même déjà à l'époque, et que ça se voyait pas du tout. Il avait une grosse Mercedes et tout. Donc ouais, je me suis assez vite dit, ce gars, il vit du dessin. Pour moi, ça m'a paru possible. Je sais bien plus tard que je me suis rendu compte que c'était pas donné à tout le monde. Parce que ouais, quand tu sors des études, t'es un peu largué là. Alors ouais, tu fais du dessin animé, tu sais un peu dessiner. On te dit que tu peux faire de la bande dessinée. Mais va toquer à une porte de maison d'édition et regarde comment ils te reçoivent. On va dire, ah, mais vous en avez fait que ça, mais vous pouvez encore travailler avant de venir ici. Et donc, bah ouais, c'est hyper compliqué de te projeter, de te dire, je vais arriver à vivre de mon art. Maintenant, j'ai été confronté à des potes qui ont pris des boulots alimentaires et qui s'en sont jamais défaits, qui ont complètement arrêté de dessiner juste pour avoir du pognon et pour nourrir leur famille. Alors bah moi je m'étais juré, j'ai la chance, mes parents m'ont encouragé, m'ont soutenu là-dedans. J'ai vécu chez eux jusque 30 ans d'ailleurs. Donc ouais, heureusement que mes parents m'ont un peu soutenu parce que sinon bah forcément j'aurais dû probablement trouver un boulot alimentaire et peut-être perdre cette envie de dessiner, alors que bah là moi elle m'a toujours habité et voilà, et heureusement que j'ai réussi à en vivre parce que sinon je pense que peut-être je dessinerai plus, j'en sais rien en fait. J'en sais rien. Mais voilà. Je vais te poser la dernière question du podcast, c'est la question rituelle. Ouais. Qu'est-ce que tu aimerais oser faire et que tu n'as pas encore fait, que ce soit d'un point de vue professionnel ou personnel? Bon, ça va te paraître bizarre, mais c'est peindre un train. Voilà. Dans le monde du graffiti, du tag, y a des challenges comme ça. Ouais, moi, j'ai jamais passé le cap de peindre un train. Je pense que peindre un train, ça pourrait être un bon petit rêve à accomplir, qui est encore réalisable, même si c'est complètement interdit. Voilà, il faut pas le dire, mais ouais, je pense que c'est un truc que j'essaierai bien de quand même réaliser quand même avant de mourir. Bah, j'espère que tu ne te feras pas arrêter après alors. On essaiera de courir vite. On s'appelle des lead feet, c'est pas pour rien. Merci Quentin. Avec grand plaisir, Julie. Merci à toi. Merci à Quentin d'avoir accepté mon invitation. Si vous souhaitez découvrir son univers, son compte Instagram est à retrouver dans les notes de cet épisode. Et merci à vous de l'avoir écouté, j'espère que cela vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous à Compose sur Instagram, Facebook ou Twitter, mais aussi sur la plateforme de streaming que vous êtes en train d'utiliser. Et puis laissez-moi des étoiles et des commentaires sur Apple Podcast et parlez de Compose autour de vous. À bientôt pour un nouvel épisode.